Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous qui nous suivez sur YouTube. On vous conseille vivement de vous abonner à notre chaîne, on vous conseille d'activer la cloche et on vous conseille surtout de venir visiter notre site Arrêt sur Image et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Bonjour, nous enregistrons ce Club Indé à quelques heures du grand débat d'entre-deux tours Macron-Le Pen. Et alors, si on avait encore quelques illusions sur le rôle que le journalisme aurait pu jouer dans cette affaire, Léa Salamé les a pulvérisés dans une petite interview qui est passée hier soir au journal télévisé de France 2. 2,50 m entre les deux candidats et 4 mètres de séparation avec les présentateurs pour bien montrer qu'ils sont là seulement pour modérer. On est là pour s'assurer que la stricte égalité est respectée, pour passer d'un thème à un autre, pour rythmer les choses également. C'est-à-dire s'il y en a un qui fait un tunnel de 4 minutes, on sera là pour couper et donner la parole à l'autre. C'est un rôle de médiateur plus que de journaliste en réalité. Voilà. Et maintenant, un peu de journalisme. Le Club Indé réunit aujourd'hui Agnès Rousseau, directrice de Politis, Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter, et de nouveau, Violette Voldoir, vous êtes la co-rédactrice en chef du média de podcast Radio Parleur, des podcasts qui suivent les luttes sociales, les mouvements sociaux, et Jalal Khalioui, le rédacteur en chef du Bondi Blog, dont on avait accueilli la directrice, Latifa Oulkouir, il y a quelques mois dans le Club Indé. Alors du coup, ce n'était pas la peine de s'affliger de l'absence d'Anne-Sophie Lapix, l'impertinente, un débat, si c'est juste pour passer les plats, puisque vient de nous l'expliquer Léa Salamé. Qu'est-ce que vous attendez du débat de ce soir, Violette? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que vous allez le regarder? Oui, je vais le regarder comme électrice déjà, pour savoir un petit peu si Marine Le Pen va réitérer l'exercice raté de 2017. Il semblerait que non, parce qu'elle s'est préparée de manière beaucoup plus conséquente, prenant même quelques jours au vert, paraît-il. Alors peut-être que paraît-il que non, alors on ne sait pas. Mais en l'occurrence, elle est beaucoup mieux préparée, elle sera certainement moins dans l'attaque. Et puis les circonstances politiques ont changé depuis 2017. Donc moi, ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'elle va amener aussi tout le pillage des idées de gauche dont elle a fait preuve au cours de cette campagne. Semaines, ouais. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'elle va articuler son discours, si elle sera dans la castagne ou si, au contraire, elle va réussir à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire celle qui défend le pouvoir d'achat. Voilà. Donc moi, oui, je vais le regarder et après, j'irai me détendre, je pense, certainement. Est-ce que vous nous présenteriez Radio Parleur, puisque vous êtes Radio Parleur est pour la première fois invitée au Club Indé? Est-ce que vous pourriez nous dire en gros ce que c'est, comment est-ce qu'il faut s'abonner, le modèle économique? Alors non, Radio Parleur est un média gratuit, c'est un média de podcast, de reportage, d'émissions, mais aussi de création et de fiction sonore. Donc on essaye de donner des formats multiples sur le traitement de l'actualité des luttes sociales, mais aussi des imaginaires politiques, puisque observer les luttes sociales, c'est pas seulement aller sur le terrain, analyser les choses, mais c'est aussi pouvoir proposer des imaginaires différents, parce que les imaginaires sont aussi un lieu de lutte. Finalement. Et donc Radio Parleur, on s'abonne sur 4 chaînes, 3 essentielles: Penser les luttes, l'actu des luttes et la chaîne Pagaille dédiée aux créations sonores. Donc ça, c'est vos 3 les genres 3 de podcasts. Voilà. Ouais. Donc il suffit de s'abonner et donc on a plusieurs contenus qui sont publiés chaque semaine par l'ensemble de l'équipe de Radio Parleur. Et vous êtes accessible sur les plateformes de podcast? Toutes les plateformes de podcast, même celles qui ne payent pas leurs impôts, malheureusement. Ah, c'est pas bien. J'ajoute qu'un de vos podcasts, Hexagone, est réalisé en partenariat avec Politis et Basta. Et d'ailleurs, vous partagez, on va tout dire, les mêmes locaux maintenant. Vous êtes on est voisins, partenaires, colocs. Alors, faut-il donner des consignes de vote quand on est un média de gauche ou faut-il considérer nos abonnés, lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices comme des grandes personnes responsables qui n'ont pas besoin qu'on les aide à penser? Agnès, vous nous avez fait parvenir en avant-première, merci beaucoup, la couverture du Politis qui sort demain et que voilà, battre Le Pen maintenant, combattre Macron demain avec un mur derrière ou la route
C'est un panneau électoral en fait. Ah, Ça se voit pas trop, mais d'accord. Voilà, et alors, dans ce Politis qui sort demain, votre éditorialiste Denis Sieffert écrit « Un seul vote, Macron, hélas ». Tout ce que peut dire Macron ces jours-ci n'a guère d'importance. Le bulletin qui portera son nom ne sera qu'un instrument technique pour éviter le pire. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Agnès, la genèse de la couverture, peut-être de la discussion que vous avez eue avec Denis Sieffert, sauf s'il ne discute absolument pas avec vous de ce qu'il va Denis Sieffert, c'est l'éditorialiste de Politis, oui. mais il n'est plus à la conduite du journal. Alors après, effectivement, on discute avec nos chroniqueurs, avec l'ensemble des chroniqueurs qui sont dans nos pages et des éditorialistes. La couverture en tant que telle, c'est des débats forcément en interne au sein de la direction, au sein de la rédaction, sur quel message on souhaite faire passer dans cet entre-deux tours. C'est quelque chose de très très périlleux pour moi. C'est vraiment, je trouve que c'est très compliqué d'être sur une ligne de crête. C'est-à-dire que à la fois de faire un travail journalistique, de ne pas être dans l'injonction ou dans une posture de morale par rapport à des injonctions qu'on aurait vis-à-vis de notre lectorat, tout en ayant, à un moment donné, on est un journal engagé, et donc forcément des positions, des convictions qui sont aussi les nôtres et qu'on ne peut pas non plus cacher et qui sont évidemment des choses qu'on a envie de mettre en avant. Et puis la ligne de crête, c'est aussi dans la période, on sait qu'il faut battre Le Pen parce que c'est le péril fasciste, comme on a titré la semaine dernière. Mais en même temps, évidemment, Macron, c'est pas notre tasse de thé. Évidemment, c'est aussi un adversaire pour nous. On documente depuis 5 ans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a cassé dans les services publics, dans l'école, sur la question du travail. Enfin, vraiment, c'est quelque chose sur lequel qu'on a beaucoup documenté, sur lequel on a fait beaucoup de reportages de terrain. Et donc, pour nous, à un moment donné, ce vote Macron, il est évidemment un vote dans la douleur. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on a essayé de dire dans la couverture. Mais est-ce qu'autour de la table de la conférence de rédaction, certains n'étaient pas d'accord pour cette une ? Il y avait plusieurs options sur la table, toujours. Enfin, il y a souvent plusieurs options sur la table. Autres options les autres options, c'est évidemment, est-ce qu'il faut appeler explicitement à voter Macron ? Est-ce qu'il faut dire il faut faire barrage à Le Pen ? Est-ce qu'il faut rester dans quelque chose d'un peu plus flou ? Est-ce qu'il faut être dans quelque chose qui est dans une invitation au lecteur ? Ou est-ce qu'il faut être plus sur quelque chose d'informatif ? Et là, vous considérez que vous êtes sur quel registre, du coup, avec celle-là ? Là, on est sur quelque chose qui pose les convictions de Politis en tant que média engagé. C'est-à-dire qu'on dit très clairement notre position antifasciste, qu'il n'y a absolument pas, enfin que c'est impossible aujourd'hui de ne pas aller battre Le Pen, de favoriser un vote Le Pen. Mais ça dit aussi que évidemment c'est pas l'alpha et l'oméga et que lundi prochain, on sera aussi dans une autre dynamique si jamais c'est Macron qui passe. Mais quand même, vous suggérez qu'il faut mettre un bulletin Macron dans l'urne. Il faut battre Le Pen, voilà. Donc battre Le Pen, c'est vous quelque chose. Comment la une de Politis ? Nous, on a les mêmes embrouilles dans la rédaction. Hein. On n'est évidemment pas tous d'accord. Et donc là, on envoie une newsletter chaque semaine qui s'appelle La Lettre des luttes. Et donc, dans cette newsletter, on a écrit un édito. Martin Baudérero, qui écrit cette lettre, a écrit cet édito. Et pour nous, il était clair qu'on n'allait pas donner de consigne de vote. Et qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on va faire déjà nous-mêmes entre nous. Donc voilà, il y a évidemment une forte tension pour savoir ce qu'on fait. Et entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on choisit son ennemi ? Comment on se positionne pour les législatives ? Voilà. Donc pour nous, c'était très compliqué. Et on a préféré dire, nous, on va documenter. Et puis, donc il n'y a pas de consigne de vote, effectivement, chez nous, sur Radio Parleur. Après, je comprends aussi la position de Politis. Et c'est tout à fait... cette une, elle me semble complètement légitime. Ouais. D'accord. Chez Reporter, avec M, j'ai lu votre édito du 12 avril, recoudre la gauche et repartir de l'avant. Je n'y ai pas lu de consigne de deuxième tour, mais j'ai lu un espoir qui est reporté sur les législatives, sur la perspective d'un bloc de gauche. Je vous lis. Voyons les signes positifs du 10 avril. Même si elle a échoué, la gauche a reconstitué un bloc solide. À partir des positions fortes de la France insoumise, la gauche écologiste ou l'écologie de gauche peut constituer un bloc parlementaire suffisamment important pour empêcher avec les autres oppositions au ou à la présidente de gouverner à sa guise. Alors pourquoi ce choix ? Et je trouve que c'est un choix qui est proche de ce que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a dit hier sur BFM TV, c'est-à-dire se projeter vers les législatives. Et je me disais, mais est-ce que c'est pas
sauter une étape et banaliser un peu trop une éventuelle présidence Le Pen? Alors je dirais que je suis assez content si M. Mélenchon et d'autres reprennent des positions que tu as exprimées le 12 avril dans l'éditorial de Reporter. Mais tant mieux, ça veut peut-être dire qu'on est pertinent dans l'analyse. On ne saute pas l'étape du deuxième tour. Elle est bien là, elle est très douloureuse, pénible. Enfin voilà, je crois qu'on est tous d'accord et les lectrices et les lecteurs de nos médias le ressentent de la même manière. On a discuté en rédaction, comme toute décision collective de cette importance. Vous avez discuté de votre édito? On a discuté est-ce que déjà on fait un tour de table, qu'est-ce qu'on pense nous en tant qu'individu, en tant que journaliste, de ce qu'on va faire et comment on ressent les choses par rapport au vote du 24 avril. Et en gros, il y avait à la louche 2 tiers qui disaient je voterai Macron et 1 tiers qui disaient c'est vraiment pas possible, je m'abstiendrai. Et je pense que c'est assez représentatif des lectrices et des lecteurs de Reporter. Et donc on s'est mis d'accord qu'on ne donnait pas de consigne de vote. Et en plus je pense que les lectrices et les lecteurs sont assez intelligents pour penser par eux-mêmes. En revanche, on a fait énormément de travail sur Macron. Monsieur Macron, sa politique en matière écologique essentiellement, mais aussi en matière de liberté publique et de migration, c'est, on va dire, entre désastreux et déplorable. Maintenant, effectivement, le danger est Madame Le Pen. Donc, on fait un comparateur de programme, on va publier une analyse du vision écologique de Le Pen, et on va interroger des personnalités du mouvement écolo, du mouvement émancipateur, et qu'est-ce que vous allez faire. Et c'est par ces voix qu'on va voir ce que les gens votent, et je pense que majoritairement, beaucoup voteront Macron, parce que l'enjeu évidemment essentiel est d'empêcher l'irréparable, mais tout de suite de se projeter dans la foulée de ce qu'on avait dit le 12 avril, dans les luttes, aussi dans l'enthousiasme et dans l'énergie, ce qui ressort malgré toute cette campagne qui était intéressante. On a suivi évidemment les candidats qui nous intéressaient les plus, donc France Insoumise, écologiste, et voilà, c'est clair. Celle de l'Union populaire, comme on dit maintenant, était très dynamique, avait beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, et je pense que c'est une dimension qui est importante, de dire il ne faut pas se laisser abattre. Il y a des luttes qui restent très vigoureuses et qui ont continué depuis 10 jours sur le front de l'écologie. Il va y en avoir dans d'autres domaines, aussi sur les alternatives, et être dans l'énergie, je pense. L'énergie de ne pas se laisser résigner. Je pense que c'est très important ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un peu l'injonction à être dans une posture de surplomb journalistique, et je pense que c'est très très important. Nous, on a essayé de ne pas être là pour donner des leçons ou quoi que ce soit, et on est vraiment parti en reportage en Haute-Marne, dans un village un peu enclavé, qui du coup a voté beaucoup plus Rassemblement National que précédemment. On était aussi à Argenteuil, on a été voir justement dans les quartiers populaires comment ils se positionnent sur ce second tour, et aussi ce ras-le-bol justement de cette injonction qui arrive là maintenant il faut être antiraciste, il faut être anti-Le Pen, sauf que c'est des gens qu'on ne va pas forcément écouter le reste du temps et qui ont été malmenés pendant 5 ans. Et donc ce travail-là d'aller à la rencontre de ces personnes-là, d'entendre aussi leurs paroles, parce que le ras-le-bol, les fâchés, comme certains disent, qui s'expriment dans ces votes, dans tous ces votes qui ont été là, c'est aussi cette parole qui n'est pas entendue. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment ce travail-là, que plutôt que de se dire en tant que média, nous, qu'est-ce qu'on a envie finalement, même si évidemment, nous, on est très clair sur des convictions antiracistes, vous avez appelé à voter Mélenchon d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous avez appelé à voter Mélenchon dans une précédente. Alors la couverture était un peu plus ambiguë, puisqu'on disait voter Mélenchon ou pas. C'était évidemment le dilemme des électeurs avant le premier tour. Est-ce que la question de mettre la gauche au deuxième tour, est-ce que c'est aussi une façon de faire barrage à l'extrême droite en amont? Est-ce que c'est un vote d'adhésion? Est-ce que c'est un vote critique à Mélenchon en disant il faut faire... le vote utile, c'est un mot que j'aime pas du tout, mais est-ce qu'il faut être efficace dans son vote? Effectivement, après, dans les pages qu'on avait derrière, il y avait effectivement dans l'édito une prise de position assez claire sur le fait que malgré des critiques qui ont été émises par des journalistes, par notre éditorialiste également, il y avait un souhait de dire, sans doute, c'est le choix... De saisir cette opportunité. Le choix de la raison, on va dire. Alors, du côté du Bondi Blog, c'est vraiment intéressant parce que, pour une fois, les quartiers populaires sont considérés comme au cœur de la dynamique électorale. Oui, non, vous ne trouvez pas? Alors, je ne dis pas que la télé mainstream rend ça, mais en tout cas, c'est quand même très tangible, du fait du nombre important de voix qui ont été données à Mélenchon,
d'une forte participation. On évalue à 40% à peu près les voix qui se sont portées sur Mélenchon dans les banlieues populaires. Mais évidemment, l'enthousiasme a chuté face au choix du second tour. Probablement beaucoup d'abstention et même quelques votes Le Pen parmi la population issue de l'immigration, comme on a pu le lire ça et là. Alors, au Bondi Blog, pas de consigne de vote, mais des indications. À vous rappeler, par exemple, que le vote d'extrême droite est aussi celui des riches. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant comment vous êtes allé dans le 16e et vous avez interrogé des électeurs de Le Pen et de Zemmour qui étaient sur le marché. Ça nous paraissait intéressant justement de changer de focale à l'heure où on parle justement d'un vote musulman, etc. Nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que le vote blanc catholique du 16e arrondissement de Neuilly et de Passy? Et on se rend compte que, il y a une radicalisation aussi plutôt du coup du côté de cet aspect-là de la ville qu'on n'imagine pas et qu'on médiatise pas forcément. Et du coup, c'était intéressant, ça fait plutôt peur de se dire que chez beaucoup de personnes, finalement, le vote Marine Le Pen va être assez la prolongation d'un vote Zemmour pour qui, en fait, la légende politique protégerait d'une invasion culturelle, etc. Donc, c'était intéressant pour nous, en tant que Bondi Blog, qui racontons plutôt les quartiers, de changer justement de récit politique et d'aller plutôt dans cette partie-là de la ville. Et c'était intéressant parce que ça a plutôt bien marché. Ouais. Non, mais c'est un très bon article. Et puis cette chronique de Camélia Ouessa intitulée « Un vote pour souffrir le moins possible ». Alors c'est vraiment intéressant parce que vous avez parlé tous les deux de douleur et de souffrance. Alors là, il y a souffrir et ça m'a évoqué l'édito d'Edoui Plenel, Mediapart, dans le registre aussi de la douleur et de la souffrance. Voter dans la douleur pour conjurer l'effroi. Donc on a vraiment là une terminologie qui est quand même assez claire. Camélia Ouessa, qui est une toute jeune contributrice du Bondi Blog, qui a 20 ans, elle écrit... C'est sa première élection. C'est sa première élection, puis c'est un excellent papier. Voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite ou ne pas voter et laisser une potentielle voie gratuite au fascisme, dit-elle. Il est inconcevable de laisser par le vote blanc ou l'abstention une possibilité à l'extrême droite d'être au pouvoir. Donc elle est très claire. Oui, elle va mettre un bulletin Macron. Mais ce n'est pas une consigne. Alors cet article, il va avoir une petite prolongation internationale. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, c'est ça. En fait, il y a les journalistes du Guardian qui nous ont contactés et qui vont traduire du coup l'édito pour leur colonne opinion du site internet. Et du coup, c'était intéressant pour nous parce qu'en fait, nous, la question de voter ou ne pas voter pendant ce deuxième tour, elle a évidemment traversé toute la rédaction, que ce soit sur WhatsApp ou mardi. Justement, puisqu'on disait qu'il y avait des désaccords au sein de la rédaction, vous, c'est comment autour de la table ? Autour de la table, déjà, c'était l'enjeu principal, c'était un intérêt autour de cette élection. Vraiment, parce que nous, en gros, le gros de la rédaction a entre 20 et 25 ans au Bondi Blog, et c'est une rédaction qui est très jeune. Et en fait, jusqu'au premier tour, l'enjeu, c'était est-ce que je vais voter ou pas ? Ensuite, pour quel candidat je vais me mobiliser ? Évidemment, on a des jeunes qui habitent à Fontenay-sous-Bois, qui habitent à Argenteuil, qui habitent à Clichy, qui habitent dans le 20e, qui connaissent en fait la réalité des quartiers populaires. Et donc, évidemment, le vote Mélenchon a été particulièrement présent chez nous. En tout cas, les débats étaient surtout concentrés autour de lui, autour de son programme, qui semblait, d'après les papiers qu'on a publiés, le plus proche, en tout cas des thématiques qui intéressent les habitants des quartiers populaires, notamment sur la pauvreté, sur les transports, qui sont finalement des thématiques qui ne se sont pas imposées dans les débats. Donc il y a eu déjà une déconnexion en fait entre leur domaine, leurs centres d'intérêt qui sont autour des violences policières, qui sont autour de l'écologie, qui sont autour des inégalités, qui sont autour de la précarité des étudiants. Et finalement, c'est autant de thèmes qui ont fait la une de l'actualité, qui ont fait la une, j'allais dire des pavés, mais en tout cas qui ont investi massivement la rue et qu'on n'a pas retrouvé pendant la campagne. Et donc il y a eu une espèce de déconnexion, on va dire, et il a fallu attendre, je pense, la course au parrainage pour que vraiment on s'intéresse à la course un peu politicienne, etc., et qu'on rentre un petit peu dans la tradition de l'analyse des débats, etc., et de l'analyse des dynamiques, pour que vraiment on s'intéresse à cette campagne. Et alors, premier tour, plutôt Mélenchon, et là, pour le second tour, qu'est-ce que dit la table de rédaction, la conférence de rédaction du Bondi Blog ? On s'est posé la question hier,
Et jusqu'à il y a quelques jours, c'était on vote pas. Après, je ne vais pas parler pour l'ensemble des contributeurs du Bondi Blog, mais là, pour le moment, je pense qu'une majorité des gens sont d'accord avec Camélia, c'est-à-dire on est face à... Et je pense que le champ lexical de la douleur, je pense que c'est le bon terme. L'opposition, elle est douloureuse. Maintenant, comme disait ma consoeur de politique, je pense qu'en tant que journaliste, en tant que citoyen, on est obligé d'être à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de l'époque aussi. Et je pense que là, aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue pragmatique, le vote le moins douloureux pour les plus fragiles, ben, ça ne sera pas le vote Marine Le Pen. L'abstention ne sert à rien. Donc, par calcul mathématique, on va dire que le vote Macron, c'est ce qui s'impose à nous, malheureusement. Alors, je voulais vous montrer l'extrait d'une émission du Média, le média qui s'appelle Le Média, la web télé, où est interviewée la journaliste indépendante Widad Kefti et qui prend qui a une autre... Widad Kefti. Pardon, Kefti, et qui a une autre, qui elle a fait un autre choix. On écoute. Pour la première fois de ma vie, je suis tentée par l'abstention. Je ne me suis jamais abstenue de ma vie. Et pour la première fois de ma vie, je pense que je vais m'abstenir. L'islamophobie, aujourd'hui, elle est extrêmement présente dans le gouvernement et dans la politique qui a été choisie par Emmanuel Macron. Moi, je ne peux pas faire barrage en votant Emmanuel Macron. Et c'est triste. Parce que je sais très bien, je sais pertinemment Emmanuel Le Pen, que Marine Le Pen est pire, je le sais très bien. Mais je ne peux pas mettre Emmanuel Macron dans l'urne, étant donné la politique catastrophique qu'il a mise en place en ce qui concerne les personnes de confession musulmane. En fait, le problème, c'est que c'est exactement ce qu'il voulait et c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour se retrouver face à Marine Le Pen, justement en se disant, de toute façon, ils vont céder au chantage parce que c'est un chantage de la survie. Alors, ce que je trouve intéressant autour de ça, c'est l'expression vote musulman. Je ne suis pas sûre de l'avoir entendu tant que ça. Là, c'est assumé, c'est dit. Bon, ça vient aussi en réaction par rapport à l'islamophobie, évidemment. Là, Widad Kefti, elle dit clairement qu'elle va s'abstenir. Est-ce que c'est une interview que vous auriez pu publier, par exemple ? Ouais, je pense que c'est une interview qu'on peut publier parce que je pense que l'abstention fait partie du jeu démocratique et je pense que l'abstention en soi, c'est pas la faute des citoyens, je pense que c'est la faute de l'offre politique qui est pas à la hauteur. C'est peut-être là, du coup, Widad rappelle l'importance du bilan catastrophique qu'a Emmanuel Macron qui s'est présenté comme un candidat libéral, qu'on voyait comme un espèce de Justin Trudeau à la française, mais qui est pas du tout le cas. Finalement, qui a été le candidat de la division pour beaucoup. Et il y a beaucoup de... Je regardais, du coup, il y a beaucoup d'électeurs de confession musulmane qui lui ont accordé leur voix, notamment face à Marine Le Pen en 2017. Malheureusement, on s'y retrouve pas. Moi, je pense que je comprends cet avis-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient ne pas se retrouver. Quand on pense, par exemple, à ce que réserve Marine Le Pen aux résidents étrangers en termes d'emploi, en termes d'accès au logement, en termes d'accès aux prestations sociales. Enfin, si on reste uniquement sur les histoires de préférence nationale, c'est une catastrophe. Après, si on part sur l'interdiction du voile dans l'espace public, si jamais ça pourrait advenir et que c'est validé, on va dire, constitutionnellement, je ne peux pas me retrouver dans ces propos, mais en même temps, je comprends tellement. C'est-à-dire que ce quinquennat, alors qu'on a traversé des épreuves collectives, je pense par exemple à l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, qui aurait pu être des rendez-vous d'union, en fait, et on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu en Norvège, on l'a vu en Nouvelle-Zélande, où finalement les responsables politiques ont été à la hauteur. Nous, on a eu la désunion, on a eu le séparatisme. En fait, on a séparé on a séparé les gens. Il y a la loi séparatisme maintenant qui autorise, entre autres, mais à fermer, grâce à un arrêté préfectoral, des associations et lieux de culte, alors qu'avant il fallait passer par le tribunal administratif, par exemple. On a des chartes des imams
qui doivent être signés et en fait qui sont juste des coups de pression politiques, qui ne reposent sur aucune base juridique et qui en fait dans lequel on retrouve par exemple le fait que dénoncer un racisme d'État, ça serait de la diffamation par exemple. Donc on a comme ça toute une série de coups de pression politiques qui s'enchaînent et qui pour l'électeur musulman c'est compliqué en fait de faire outre entre guillemets. Mais malgré ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Hervé. Je voudrais dire, c'est pas seulement la loi sur le séparatisme, par exemple, ne concerne pas seulement les musulmans. C'est-à-dire que nous, des camarades qui ne sont pas du tout musulmans, mais qui éduquaient leurs enfants chez eux, par un choix raisonné, et qui, du fait de cette loi de séparatisme, sont aussi empêchés ou très contrôlés dans leur ce qu'on appelle l'école à la maison. Oui. Dans l'école à la maison. Ouais. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce qui se fait, ce que tu as très bien décrit, au nom de l'antiterrorisme, au nom de la lutte contre le communautarisme, au nom de la lutte contre un islam intégriste, etc., a en fait des conséquences sur les libertés publiques, sur l'ensemble des personnes. Et on pourrait tenir le même raisonnement à propos de ce qui se passe dans les banlieues et qui maintenant s'est élargi en termes de surveillance policière, en termes de violence, en termes de surveillance policière, oui. en termes de blessés. Et global qui est dans ce registre-là aussi. Voilà. Et tout le mouvement des Gilets jaunes qui a été aussi très durement violenté, pour dire le moins, par... voilà. Il faut quand même dire la différence entre Le Pen et Macron, parce qu'effectivement, on est un peu des fois dans la surenchère sur Macron, parce qu'il y a des choses qu'on dénonce très très fortement dans ce qui a été fait depuis 5 ans, mais Le Pen, c'est autre chose, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a une espèce de relativisme aussi qui est entretenu dans ces débats-là, qui est complexe et qui fait que Le Pen, c'est quand même sortir de l'état de droit, c'est sortir du cadre constitutionnel tel qu'il a été conçu depuis la Révolution française. C'est des choses qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus... on dit... c'est la fasciste et le fascisateur. On n'est pas dans le même degré. Et c'est vrai que Le Pen, elle est sur une police de la pensée. C'est les lois qu'elle propose là sur la lutte contre les dérives islamistes. C'est interdire des livres dans les bibliothèques, c'est interdire de visa d'exploitation des films, c'est des révocations de fonctionnaires sur quelque chose qui est extrêmement flou, menace à l'unité nationale. Quand on voit le bazar qui a été fait pour le wokisme, l'islamo-gauchisme, même les réunions non mixtes, etc., on se dit qu'est-ce qu'on va avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais juste montrer là une tribune de Nadir Dendoun, le journaliste qui a publié cette tribune dans Libération, je crois, aujourd'hui, qui s'appelle « Métèque, je n'ai pas le luxe de m'abstenir ». Voilà. Où justement il explique que, ça c'est le point de vue plutôt que vous adoptez, c'est-à-dire oui, il y a vraiment une grosse différence et il va falloir en tenir compte. Oui, Violette. Mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un continuum sur la répression entre la politique de Macron et celle de Le Pen qu'il n'y a pas une véritable différence. Et moi j'irais même pas plus loin, mais en tout cas je te rejoins sur la police de la pensée. En fait, il ne faut pas oublier que Le Pen présidente, ça veut dire une parole d'autorité raciste partout, tout le temps, en toutes circonstances. Donc ça veut dire une dépêche sur une déclaration raciste toutes les 2 heures. Ça veut dire que ce sera partout, ça va se pulvériser vraiment absolument partout, dans tous les interstices des représentations. Et ça peut contaminer les cerveaux. Non, mais ça va être même pire que ça. C'est-à-dire, serons-nous partout ? Pourrons-nous l'être ? Est-ce qu'on pourra être sur les rangs avec les enseignantes et les enseignants qui se mobiliseront demain ? Est-ce qu'on pourra être aux côtés des victimes de violences policières quand on est blanc et soit même pas concerné ou moins concerné si on a eu la chance d'être épargné pendant des manifs ? Voilà, en fait, est-ce qu'on pourra être partout ? C'est pas du tout sûr, ça. Et moi, j'avoue Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce qu'on pourra être partout ? Est-ce qu'on aura la possibilité de physique de se battre partout, pied à pied, et d'être présent sans subir de discrimination et de violence contre le journalisme ? Oui, non, mais c'est une vraie question. Mais il y a un continuum de répression qui a touché, bien entendu, les activistes et les militantes et militants, mais aussi les journalistes. Il ne faut pas oublier que Macron, à l'Élysée, ça a été quand même une répression des journalistes assez conséquente. Une mise à l'écart. Constante. Il a quand même été jusqu'à virer les journalistes de l'Élysée. Pour les journalistes qui font... Il a tenté de le faire, mais il a quand même tenté de manière assez ferme. Et rien ne dit qu'il n'y parviendra pas in fine. C'est aussi quelqu'un avec qui il est très difficile de s'accréditer. Il y a quand même eu beaucoup de récits de journalistes qui disent qu'ils n'ont pas réussi à pouvoir suivre à commencer par des voyages présidentiels.
bah, pour le reporter, oui, mais attends, reporter, c'est plein de journalistes. C'est heureusement pas Hervé Kempf tout le temps. C'est important aussi de dire que si cette campagne, entre guillemets, n'a pas eu lieu, je mets des guillemets quand même parce que c'est pas complètement vrai, c'est aussi parce que, en fait, les thèmes importants dont tu parlais tout à l'heure, ils n'étaient pas dans la campagne, mais pourtant ils sont au cœur des luttes. C'est le logement, c'est les violences policières, c'est tout ça. Oui, je voulais rebondir. Évidemment, il n'est pas question on ne se pose pas la question de Le Pen, est-ce qu'elle serait pire que M. Macron? On répond oui. On est absolument d'accord là-dessus. Mais il y a le terme que tu as employé, c'est la question de continuum. Moi, je voulais rebondir pour dire que ce qui pouvait se passer par rapport à la communauté musulmane, c'est-à-dire des Français et des Françaises d'origine musulmane ou africaine d'ailleurs, ou d'autres pays, ou asiatiques, etc., ce qui avait de totalement empoisonné dans la démarche de Mme Le Pen, et des fascistes en général, et des racistes en général, c'est que ça allait percoler, ça allait atomiser, comme tu le disais, sur l'ensemble de la population, de nos libertés, du plaisir qu'il y a à vivre ensemble, en commun, voilà, dans une société. Mais il y a la question du continuum, c'est-à-dire tout a tellement été préparé par Macron, à nouveau je fais moi aussi, que la situation est déjà gangrenée largement. Donc évidemment, il n'y a pas de photo par rapport au choix de dimanche. Il y a aussi quand même, après tout, pour l'instant, les sondages semblent montrer qu'il y a quand même un écart important, de l'ordre de 6 à 8%, si j'ai bien compris, entre Macron et Le Pen. Donc on peut penser que, même avec des marges d'erreur importantes, la surprise ne sera pas, le danger n'est pas trop grand par rapport à dimanche. Donc c'est dans ce sens-là que je me situe. Si évidemment vendredi il y a des sondages qui nous mettent à 52-48, j'aurai une analyse totalement différente évidemment. Sachant donc là, que les sondages, nous on a écrit un article là-dessus, hein, il y a certains instituts qui sont plus fiables que d'autres et voilà, avec la marge d'erreur, on est vraiment... 8% d'écart, enfin 4% dans un... Bon, un accident, c'est arrivé quand même. Enfin, quand on voit Trump, quand on voit... Enfin, je veux dire, l'accident, enfin, pour moi, ça exonère pas les sondages de la prise de responsabilité de chacun ou de la gravité de la situation. Il ne faut pas attendre le sondage pour... Moi, je trouve ça très, très risqué. Et ce qu'on demande... Alors, évidemment, mettre un bulletin Macron, moi, ça m'écorche, mais se salir les mains pour éviter le pire, je trouve que c'est un moindre mal quelque part. Et comme on le disait, en plus, peut-être que ce ne sera pas nous les premiers touchés. Il y a aussi cette question-là d'un vote. C'est pas comme pour reprendre l'expression d'Édouard Louis, c'est pas un plaisir esthétique. Le vote, c'est pas une posture. C'est quelque chose où, à un moment donné, on vote aussi pour un intérêt général. On vote aussi pour d'autres qui sont dans des situations bien pires. Et de la même façon que quand on dit combattre Macron, c'est aussi parce que demain, il y a des gens qui seront en situation avec Macron dans des situations catastrophiques. C'est aussi ne pas être méprisant vis-à-vis de ces gens-là qui ont du mal à aller mettre un bulletin Macron parce que c'est impossible pour eux, viscéralement. Le choix politique et pas être seulement dans une posture morale, c'est-à-dire d'être dans la culpabilisation de celles et ceux qui n'iront pas voter, quel que soit le choix qui est fait. C'est aussi pour ça que dans les rédactions, on a aussi longuement discuté de ce qu'on allait faire après, comment on allait travailler beaucoup plus à visibiliser certaines luttes sur lesquelles on n'avait pas été assez... Comme lesquelles ? Par exemple, dans les quartiers populaires, par exemple des luttes féministes, par exemple des luttes de personnes concernées, en fait, qui sont, on va dire, de manière générale un peu moins visible. Et travailler par exemple sur l'abstention en tant que choix politique, ça fait partie des choses que peut-être on aurait dû faire mieux, parce que c'est pas juste une posture morale de culpabiliser les gens en leur disant « Ah, tu ne vas pas voter Macron, mais qui es-tu donc pour faire ça ?» En fait, ou tu ne vas pas voter tout court. Ou tu ne vas pas voter tout court, ou machin. En fait, stop avec ça, parce que la culpabilisation, ça n'a qu'un seul effet, c'est que ça provoque une démobilisation politique, parce qu'on rentre dans une espèce de débat moral de « tu dois faire ça, tu dois faire ci ». Non, en fait, arrêtons avec ça, on ne doit rien. Ce qu'on doit faire, c'est un choix politique. Et le choix politique, on le fait avec une intime conviction, et la culpabilité, elle n'a rien à faire là-dedans. Il faut vraiment avoir les idées claires pour faire des choix politiques. Alors, on ne peut pas donc exclure totalement que Marine Le Pen soit présidente de la République dimanche soir, sachant qu'effectivement, certains sondages sont plutôt, entre guillemets, rassurants. Et là, ce que je voudrais rajouter là, c'est que Marine Le Pen, ces derniers mois, a réussi à se faire passer, effectivement, pour celle qu'elle n'est pas. Je crois que c'est exactement le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, avec la complicité notamment du divertissement télévisé. Regardez ce montage de nos chroniqueurs Watson et Sherlock Holmes, ceux qui font plateau télé une fois toutes les 2 semaines dans le cadre de leur dernière chronique. Regardez. Si vous êtes élu, est-ce que vous entrez à l'Élysée avec vos chats? Ma question est au premier degré. Oui. Extrêmement ancien. J'ai toujours vécu en fait avec des chats. Les noms de vos 6 chats, vous les connaissez tous, les noms? Je connais les noms de mes 6 chats. Vous plaisantez, j'espère. Non, allez, allez-y. Jazz, Paloma, Shadé, Chalimar, Oural et Picolina. C'est vraiment une amie.
Parce que là, oui, clairement. Là, c'est des séquences importantes pour les téléspectateurs aussi. Je veux vraiment qu'on soit dans l'intimité. C'est vraiment une amie à vous. Ça veut dire quand vous avez un souci, même autre que professionnel, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui dire. Oui, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Même un souci de cœur, vous l'appelez. Oui, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Oui, c'est vrai. Oui. Vous l'avez déjà appelé pour un souci de cœur? Ça vide la tête, ça permet de penser à autre chose qu'à la politique, ce qui parfois est quand même heureux. En fait, c'est une drogue. Je sais pas, mettre ses mains dans la terre, triturer, en avoir plein les ongles. Je pense que c'est la fois où je suis partie dans une émission après une réunion et en sortant de l'émission, je me suis rendu compte que j'avais pris en fait la veste de mon collaborateur. Je trouvais qu'elle était un peu serrée aux épaules et courte des bras. Voilà, là, on a quand même beaucoup rigolé. On va se quitter avec votre chanson préférée. Ah. Gérard Lenormand. Ah oui. La balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Merci. Mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. J'ai l'impression que Marine Le Pen veut me pécho. Merci. Vous avez passé le diplôme d'éleveuse de chat. Je suis agricultrice. Mais je vais vous trouver un mec. Mais je ne veux pas. Marine, elle est comme une sœur pour moi. Du coup, on forme une super coloc à la maison. La différence avec un mec, c'est qu'on s'engueule pas. Voilà, je voudrais juste attirer votre attention sur un point, c'est que j'ai dit le divertissement télévisé, mais il y a France Inter. Des petites vidéos qui ont été réalisées pour France Inter. Voilà, donc qui contribuent complètement à la banalisation, dédiabolisation, tout ce qu'on veut. En vrai, c'est un petit peu moins chamallow. On a retrouvé par exemple des propos qu'elle tenait en 2017 à Bordeaux qui en disent long sur le fond de sa pensée par rapport aux médias. Ah, les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses. Et vous connaissez leur méthode dès la fin de la diffusion de ce meeting. D'ailleurs, certaines chaînes, BFM TV sûrement, le feront commenter par un plateau d'éditorialistes dont ils savent très bien qu'ils sont des militants de longue date contre nous, contre les électeurs patriotes. Oh, le but ne sera pas de commenter avec neutralité et déontologie, mais de dénigrer, de caricaturer, parce qu'ils ne savent faire que cela dès que j'ouvre la bouche. Sûrement auront-ils à peine écouté le discours d'ailleurs, mais plus d'un Français n'est dupe de cela. Nos adversaires, maintenant, se coalisent même entre eux, multipliant les injures, les menaces, les diffamations contre nous, amplifiées par la caisse de résonance des patrons de presse, Drahi, Berger, Baillet, Urbain. Ernotte, magnifiquement représenté hier par Laurent Ruquier, admettant avec fierté être un militant anti-FN, payé quand même grâce à nos impôts. Tout ce que l'univers politico-médiatique compte de soi-disant experts, de soi-disant sachants, se mobilise pour tenter de cadenasser le débat. Voilà, c'était en 2017. Alors évidemment, elle est sur un autre ton aujourd'hui. Elle essaye de se faire davantage adouber par les médias, mais elle a tenu des propos récemment, notamment grâce d'ailleurs à une question de Loris Guémard d'Arrêt sur Image en conférence de presse qui montre à quel point elle continue de vouloir trier, de vouloir mettre à l'écart un certain nombre de journalistes. Libération en a fait d'ailleurs les frais. Donc elle fait cohabiter à la fois cette volonté d'être davantage fréquentable et en même temps sa détestation au fond profond du journalisme. Et alors, comment nous, presse indépendante, qui plus est progressiste, disons de gauche, comment on pourrait réagir à son éventuelle présidence? On a commencé à en parler tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on imagine qu'on devrait protéger notre liberté? Est-ce que ça fait partie des discussions que vous avez pu avoir dans vos rédactions respectives? J'aurais une question particulière pour le Bourti-Blog d'ailleurs, parce que on peut commencer par vous, parce que vous êtes subventionné par le ministère de la Ville. Ça fait partie, c'est votre principale source de financement. Et donc on imagine ce qu'une présidence Le Pen pourrait
provoquer sur votre financement. Est-ce que ça fait partie des discussions que vous avez? Est-ce que je pense à Marine Le Pen tous les matins? Pour le moment, pas encore. Non, mais ouais, c'est pour le coup inquiétant. Nous donc par rapport en fait à la politique de la ville, elle a eu des propos plutôt clairs, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans l'opposition des populations finalement, en disant de manière assez opportuniste qu'elle allait finalement déplacer les milliards de la politique de la ville vers la ruralité, et on est toujours dans cette, dans cette idée d'opposer les quartiers populaires à la vraie France. Donc voilà, nous on imagine bien que le Bondi Blog, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, je ne pense pas qu'elle va nous donner un chèque en blanc pour développer le site. La question, honnêtement, j'espère ne pas avoir à me la poser de manière réaliste, mais on sait que même avec Emmanuel Macron, c'est compliqué en fait de faire vivre un média associatif. Vous voudriez vous émanciper quand même de ce financement d'État? Évidemment, après, nous, on n'a aucun souci avec l'idée d'être financé, après tout, par l'État et par des subventions publiques. Après tout, on a un contre-pouvoir comme les autres, comme peut l'être la justice, par exemple, comme peuvent être d'autres corps, finalement. Donc, il y a une notion d'équilibre là-dessus venant des fonds des Français, comme le dit Marine Le Pen, avec laquelle on est tout à fait à l'aise. Après, en interne, et avec la directrice Latifa Oulquir, on a évidemment des discussions sur l'économie des médias réels, c'est-à-dire comment est-ce que nous, en tant que médias associatifs, on essaye d'avoir une relation privilégiée avec notre lectorat. Et je pense qu'on est tous autour de la table dans la même discussion, c'est-à-dire comment apporter un contenu gratuit, ou en tout cas à une somme raisonnable, avec la même exigence et le coût que nécessite l'information. Pour être moins dépendant. Ouais. Qui, autour de la table, s'est imaginé Le Pen présidente? Est-ce que ça augurerait pour notre travail? Alors bizarrement, nos médias. Une fois de plus, je n'imagine pas Le Pen présidente. Ça ne veut pas dire qu'un accident ne peut pas arriver. Je suis d'accord avec ça, mais je suis peut-être par superstition, donc je ne pense pas que des choses invraisemblables puissent arriver. Mais bon. Ceci dit, je pense que de toute façon, une fois de plus, que ce soit Le Pen, ça serait terrible. Le Pen ou pas, parce que je pense que Macron va poursuivre dans sa voie de libéralisme autoritaire. Il y a logiquement pas... Bref. Donc ce qu'on va faire, on va renforcer... Nous, on a la chance de ne pas dépendre effectivement d'aucune subvention. On repose totalement sur les dons des lectrices et des lecteurs. Donc c'est merveilleux qu'ils en soient remerciés à nouveau vivement ici. 2, on va sécuriser tout ce qu'on peut. Si ce n'est pas encore fait, on va sécuriser le site. On a déjà un site en Suisse, on va faire des sites miroirs. Je crains toujours la possibilité, parce qu'on suit quand même beaucoup de luttes écologiques, notamment, d'autres aussi, et donc on est extrêmement prudent par rapport à nos sources d'information, à ce qu'on suit. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'on a pu être dans le viseur du pouvoir. Par exemple, quand on a suivi Notre-Dame-des-Landes très attentivement, ou un certain nombre de luttes, je sais qu'on était suivi par... très regardé. Très regardé, voilà, très exactement, et peut-être écouté, etc. Donc on a pris l'habitude d'un certain nombre de mesures de sécurité, on va encore les accroître, et on va faire aussi une formation avec des avocats anti-répression média. D'ailleurs, on va faire une sorte de kit et on le reproposera si c'est utile à des camarades. C'est quoi Bon, on va simplement passer une séance de formation avec 2 avocats spécialistes du pénal et du droit de la presse. Qu'est-ce qu'on fait en cas de poursuite? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'interpellation? Qu'est-ce qu'on fait en cas de procédure de rentrer dans un média pour l'ouvrir? Enfin, on va vous inviter au Club Indé, vous nous attendez la formation, puis peut-être plutôt les avocats seront plus forts que moi, mais oui, il faut se préparer à ça, parce que malheureusement, il y a une radicalisation de la bourgeoisie, des classes dominantes, des racistes, du pouvoir qui est là, et on continue à ça. Et en revanche, je pense que, et c'est un signe d'optimisme une fois de plus, c'est que là, tous les médias que vous avez montrés, c'est de la télévision, eux, ils ont un rôle, ils sont criminels en fait. Nous, on est obligés d'avoir une sorte de culpabilité parce qu'on hésite, est-ce qu'on vote Macron ou est-ce qu'on s'abstient? Mais tous ces gens-là sont criminels, quoi. C'est quoi le nom de votre chat? Mais c'est quoi votre politique? Voilà la vraie question qu'il faut poser. Bref. Et donc, malgré tout, les gens maintenant font la différence.
ils vont savoir que Bondi Blog, il fait du boulot sur les quartiers. Ils vont savoir que Radio Parleur, ils font du boulot sur les luttes, etc. Ils vont savoir que Arrêt sur Image, vous faites de la critique des médias. Ils vont savoir que Politis, que Basta, que Reporter, que Mediapart, que tous les médias indépendants, et on peut en citer heureusement 15, sont là. Et il faut que la presse indépendante, à la fois, soit enthousiaste et sache qu'elle a un rôle important à jouer, même si on pèse ça encore par rapport à TF1 et à tous les médias capitalistes, et que voir comment on va réfléchir à être en coordination. Non pas, il faut qu'on ait chacun notre identité éditoriale et notre indépendance, ça c'est très important, mais comment est-ce qu'on coopère, comment on s'envoie des signaux, comment on fait alliance en cas de besoin pour être à la fois un archipel d'indépendants, mais quand il y a une menace, hop, on est tous ensemble et on fait front. Moi, je trouve que c'est terrifiant, hein, les images qu'on voit là. Enfin, effectivement, moi, ça me terrifie. Je suis d'accord avec Hervé. Vous parlez de la dédiabolisation de Marine Le Pen par le divertissement. Oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est consternant, effectivement, et qui, sur la culpabilité. Là, on a des vraies responsabilités et qu'il faut, à un moment donné, que nous, on dénonce en tant que médias indépendants. Je pense que se protéger, comme tu dis, Hervé, c'est essentiel. Moi, je pense surtout aux reporters sur le terrain, en fait. On voit bien quand on enquête sur des choses... déjà, c'est risqué aujourd'hui d'aller en manifestation sous Macron, mais on se rend compte aussi qu'enquêter sur l'extrême droite, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux en termes de menaces, en termes de représailles, en termes d'intégrité physique, même des journalistes qu'on envoie dans des endroits qui sont pourtant pas des endroits menaçants. On est en France. Enfin, et d'ailleurs, on peut regarder, on a fait une petite collection d'articles sur la manière dont les journalistes qui suivent, notamment Marine Le Pen et le Front National, dégustent, y compris physiquement parfois. Il y a eu des agressions. Donc, et du coup, non, ce qui moi me fait très peur aussi, c'est cette question-là des médias aujourd'hui qui sont tellement concentrés et tellement entre les mains de quelques-uns. Qu'est-ce qui pourrait se passer si Le Pen arrive au pouvoir? Elle propose de casser l'audiovisuel public, par exemple, qui aujourd'hui est quand même quelque chose qui offre une qualité informationnelle pour les citoyens français. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, avec la fusion TF1-M6, là, on va se retrouver dans une situation où 93% des chaînes de télévision privées sont entre les mains de 3 milliardaires, Bouygues, Bolloré, Drahi, dont on sait en plus certains ont un agenda qui est plus caché. Enfin, c'est-à-dire que le raid idéologique et politique de Bolloré avec la mise sur orbite de Zemmour, ça dit des choses très très concrètes d'une prise de position de propriétaires de presse dans cet espace-là. Donc du coup, à un moment donné, cette situation-là, elle nous interroge, nous, en tant que médias indépendants, évidemment, mais c'est la dénonciation très forte par nos médias et par l'ensemble des responsables politiques, de tous ceux qui ont envie de le faire, et par Arrêt sur Image, évidemment, de la concentration des médias et de ce que ça pourrait permettre entre les mains d'un pouvoir fasciste. Et vous, Violette, vous étiez assez pessimiste au téléphone quand on a parlé de ça. Vous disiez, mais personne de nous... On n'est rien par rapport à ces grands médias mainstream. En termes d'audience, oui. Bon... Peut-être que c'est un pessimisme mesuré quand même. Parce que je ne me fais aucune illusion sur le pouvoir de captation de l'attention, parce qu'il y a quand même une guerre de l'attention très, très forte, aussi bien sur les réseaux sociaux que entre les différentes chaînes des groupes privés. Mais ça, c'est une donnée du problème, en fait. C'est là, voilà. Donc il faut faire avec. Non, moi, ce qui me terrifie là dans les images que je trouve glaçantes de dédiabolisation de Marine Le Pen, c'est qu'effectivement, il y a une vidéo du service public. Mais d'ailleurs, cette vidéo de France Inter, elle a fait jaser au sein de la rédaction. Ça n'est pas passé crème. Ça n'est pas passé tout seul. La SDJ a quand même est montée au créneau. Ça a créé des conflits à l'intérieur de France Inter. Et derrière, la patronne de France Inter a dû d'ailleurs défendre ce choix, etc., avec des mots quand même un peu c'est parce qu'en fait, ils avaient fait tous les candidats. Hein, donc, oui, ils avaient fait tous les candidats, mais enfin, ils ne sont pas non plus obligés de la mettre sur un rose avec un super, la mettre montrant bronzé avec un super brushing. Bon, ça va. Ça, c'est un parti pris. Voilà. Donc après qu'on n'assume pas son parti pris, c'est une chose, mais ça, je vais dire, c'est entre VEM. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Bon, bah, en fait, il faut protéger nos financements. Il faut protéger nos audiences aussi. Du coup, je vais aller voir ce que vous faites, parce que du coup, on va peut-être faire la même chose. Faire aussi des formations anti-répression. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'a dit Hervé tout à l'heure? Toute la partie sécurisation des données qui sont... Parce que ça coûte cher, en fait. C'est ça dont il faut se rendre compte. C'est que les médias indépendants sont aussi des médias dans lesquels chaque euro compte. Là, nous, on diffuse cette semaine un entretien sur la chaîne Pensée Lutte avec Jean-Baptiste Rivoire, donc ancien de Canal, qui connaît bien, que vous connaissez bien, et qui dit on ne peut plus faire d'infos dans le système.
Maintenant, moi, je bosse plus avec des super cams, avec du super matos et des super équipes. Maintenant, chaque euro compte, en fait, parce que je travaille avec l'argent des gens. Et bon, alors, moi, je pense qu'il ne faut pas se passer du financement public et va falloir se battre pour le défendre. Parce que Macron veut aussi supprimer la redevance. Il nous a glissé ça comme ça au détour d'une phrase, dans un contexte de campagne dans lequel on pouvait discuter de rien. C'est super, donc comme ça, on a juste à encaisser la nouvelle. Formidable. Donc, il faut protéger nos financements. Et alors, moi, j'irais même aussi un cran plus loin. Nous, ce qu'on fait à Radio Parleur, c'est qu'on fait aussi de l'éducation aux médias pour former les jeunes esprits. C'est-à-dire que une fois que nous, on adresse nos contenus éditoriaux à un certain auditoire, eh bien, d'une certaine manière, la sélection sociale des gens qui ont accès à ce qu'on fait, même si c'est gratuit, elle est déjà faite. Oui. Les gens qui lisent la presse, qui vont chercher les médias indépendants, etc. Enfin, oui, alors même si c'est formidable, parce qu'on arrive quand même à toucher des gens bien en dehors de ces cercles-là, mais en fait, nous, on le fait parce que ça nous sécurise économiquement, parce que c'est rémunéré, l'éducation aux médias, mais aussi parce que ça nous permet d'aller dans les quartiers populaires, de faire des ateliers d'éducation aux médias, à la radio, avec des jeunes gens qui sont des élèves de collège ou lycée. Et là où on parle d'actu, et alors vous verriez les questions qu'ils posent, juste après l'attentat contre Samuel Paty, moi, j'ai quand même un élève dans une des ateliers que je faisais, j'étais en résidence au Pré Saint-Gervais, qui m'a dit « Mais madame, de toute façon, les médias, ils disent toujours que c'est la faute des musulmans. » Et comment leur donner tort, en fait, quand ils regardent BFM TV, quand ils voient aussi sur leurs réseaux sociaux des extraits de CNews, etc. Et moi, je me retrouve face à ces élèves-là, je leur dis « Bon, ok, comment je les arme intellectuellement pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils ressentent dans leur trip, parce qu'ils voient très bien qu'il y a un problème. Ils ne sont pas stupides, en fait. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut réussir à articuler. Et bien sûr, ça ne suffira pas. Donc, je ne sais pas, il faut peut-être passer un pacte avec Julia Cagé pour qu'elle nous ponde un plan génial pour protéger nos financements. Mais en tout cas, c'est sur tous les fronts qu'il faudra se battre. Sécurité, financement, conditions matérielles de production. Il faut qu'on paye nos journalistes le max et au maximum construire une sécurisation de leur emploi, que ce soit des photographes de presse, les gens qui vont en manif, qui prennent des risques. Il faut arrêter aussi, en tant que médias indépendants, nous, on est aussi confrontés à cette précarité du métier dans lesquelles on a besoin d'outils, on a besoin d'argent pour payer les gens qui travaillent. Et en fait, tant qu'on sécurise les conditions matérielles de production, on pourra continuer à faire du journalisme. Mais sans ça, on va pouvoir, on fera des collectifs Stop Bolloré, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Merci beaucoup, parce que c'est un très bon résumé de la résistance qu'on pourrait mettre en place. On va terminer avec le grand absent de cette campagne. J'ai nommé l'enjeu climatique. Il y a eu plusieurs grands absents. Ouais, il y en a, enfin, alors même qu'un rapport du GIEC, avec en plus des solutions à mettre en œuvre, des solutions certes drastiques, mais des solutions dans les 3 ans, est tombé juste avant le premier tour. Alors, Loris Guémard d'Arrêt sur Image a calculé, il a regardé 35 heures d'antenne des chaînes d'infos au moment où le rapport est tombé. Et il a regardé aussi les journaux télévisés. Et sauf France Télé, aucune chaîne n'a consacré plus de 2% de son antenne au climat. Alors, évidemment, quel que soit le président, parce qu'on a vu aussi les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur l'écologie à Marseille, l'urgence climatique n'est pas prise en compte. Je voulais juste faire un petit point sur un édito du Monde qui m'est resté un tout petit peu en travers de la gorge, la mue écologiste d'Emmanuel Macron, et il est écrit... une nouvelle approche moins verticale, plus participative, plus décentralisée se dessine pour tenter de donner corps à cette révolution présentée comme l'ambition de toute une nation, je vous promets. On peut déplorer que la mue s'opère si tardivement, mais on peut se réjouir qu'elle soit enfin affirmée. Donc j'étais quand même assez étonnée qu'Emmanuel Macron ait pu faire croire à un éditorialiste du Monde que ses propos sur l'écologie étaient sincères, étant donné la manière dont il considère l'économie et la manière dont elle doit s'articuler. Hervé Kempf, comment on fait quand on dirige un média sur l'écologie comme le vôtre? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit qu'on a contribué à la prise de conscience? Est-ce qu'on se dit en même temps qu'on est un peu en échec parce qu'on n'arrive pas, le climat n'est toujours pas à l'agenda des politiques qui vont nous diriger la France, que ce soit Le Pen ou Macron? Comment est-ce que, je sais pas, comment est-ce que vous tenez le coup dans ces circonstances? D'abord parce qu'on est tenace et obstiné, et ça fait maintenant plus d'une décennie qu'on enfonce le clou, qu'on cultive les graines, que voilà, et ça éclot dans, je pense, dans la conscience publique, et on y a contribué, ça éclot dans les mouvements climat, ça éclot dans une jeune génération qui découvre avec effarement depuis quelques années ce qui se passe, donc je pense qu'on joue ce rôle-là. Je dirais aussi qu'après, on a fait un travail d'écologie politique, c'est-à-dire qu'on est le quotidien de l'écologie, on le raconte, mais on dit aussi que
il y a un système de pouvoir qui refuse de prendre en compte cela, qui est en décalage avec la société. L'élection en est un exemple. Donc on raconte ça, on raconte en permanence, même c'est difficile et que parfois des gens ne nous comprennent pas, que la question écologique est une question politique. Et pas seulement climatique d'ailleurs. Il ne faut pas oublier la biodiversité et la pollution généralisée des écosystèmes. Et donc ça c'est le deuxième travail de pédagogie, de dire c'est par la lutte, c'est par la critique du capitalisme, du productivisme, du croissancisme et par mettre l'accent sur la question des inégalités, qui est absolument cruciale si on veut avancer vers la voie écologique. Et quant à je ne peux pas commenter ce journal, parce que j'y ai travaillé, donc je serais... vous vous interdisez de commenter les éditos du Monde ? Oui, parce qu'on pourrait toujours croire, comme ce journal, je l'ai quitté parce qu'il m'a censuré, il pourrait croire que je ne suis pas, donc je ne le commande pas. Mais simplement, ce qu'il y a de fou dans Macron, c'est que dans l'entre-deux-tours, ils sont en train de passer une réforme du Code minier au journal officiel qui est très critiquable. Ils ont passé des directives sur l'eau qui sont de l'encouragement au gaspillage et aux méga-bassines. Les méga-bassines, c'est les bassins de rétention des agriculteurs. Exactement, pour des gros agriculteurs, maïsiculteurs, et qui est vraiment une mesure anti-écologique. Et sur les fromages fermiers, on a fait un papier sur les fromages fermiers, et même sur les fromages fermiers, ils font en faveur de l'industrie et au détriment des petits paysans. Donc, quand je vois un journal qui titre La mue écologiste d'Édouard Macron ou d'Emmanuel Macron, c'est la 5e. Je ne sais pas, parce que ça m'est venu comme ça. Emmanuel Macron, Monsieur Macron, c'est la 5e. Une fois de plus, bref. Mais c'est impressionnant quand même, cet édito. Voilà. Alors qu'il annonce dans son plan France 2030 quand même un certain nombre de mesures anti-écologiques, pro-industrie, un plan nucléaire dans lequel il veut mettre en place les petits réacteurs qui sont hyper dangereux, dont la technologie n'est pas fixée. Enfin, en faisant passer ça pour des mesures écologiques. Et encore une fois, ça, c'est des choses dont on n'a pas discuté non plus dans le débat public. Le nucléaire était présent dans le débat pendant la présidentielle quand même, mais vite fait, un petit peu. Vite fait, alors que c'est quand même au cœur de plein de luttes. Enfin, que Reporters suit au quotidien, nous aussi, ne serait-ce que sur les déchets, à Bure, c'est vraiment lunaire aussi d'annoncer autant de choses qui concernent et qui vont être très problématiques en termes d'enjeux climatiques et de les jeter comme ça, au détour d'une déclaration, d'une conférence de presse à partir de laquelle on peut discuter de rien, en fait. Mais c'est compliqué, on a l'impression qu'effectivement, c'est compliqué pour les médias de faire le boulot sur les questions écologiques. Alors peut-être parce que c'est des questions compliquées, effectivement, mais nous, on a fait une couve et puis un dossier sur le choix de Macron, c'est le désastre écologique. C'est clair, je veux dire, c'est documenté, c'est sur tous les domaines, comme tu le dis, Hervé, sur tous les domaines, c'est un désastre écologique, Macron. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire des éditos comme ça sur la mue écologique d'Emmanuel Macron ? C'est quand même hallucinant. Nous, on fait évidemment ce décryptage-là politique, on fait évidemment le suivi des luttes parce que c'est là aussi où ça se vit, où il y a des choses qui se passent. Et puis, sur ce que tu disais aussi, c'est penser les choix civilisationnels, les poser comme tels. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est... super, merci. C'est quelque chose d'un peu annexe. Le climat, c'est un des dossiers parmi d'autres de la campagne. Alors que ça devrait être le dossier... C'est le dossier fondamental. Et on des quartiers populaires et de l'écologie, notamment. Et on se rend compte que finalement, dans la campagne, il y a 3/4 des gens qui ont voté contre l'accord de Paris. Ils ont voté pour des partis qui ne vont pas, aller vers respecter l'accord de Paris. Donc ça dit quoi ? Est-ce que c'est une question de sensibilisation ? Est-ce qu'on n'a pas fait notre job ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut à ce point-là foncer dans le mur, y aller gaiement et sans aucune prise de conscience de là où on va. C'est quelque chose qui m'interroge quand Agnès dit on n'a pas fait notre job, et Hervé n'est pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord. On n'a pas fait notre job, journaliste globalement. Et donc je ne parle pas des médias indépendants qui, je pense, font le job. Qu'est-ce qu'on fait quand pendant 3 mois, en novembre dernier à l'automne, c'est Zemmour matin, midi et soir. Et qu'est-ce qu'on fait ? On était démunis. On a parlé du climat. On peut toujours essayer de parler de la lutte pour préserver les jardins d'Aubert, Bervilliers, ce qu'on a fait le soir du premier tour. Macron l'a gagné, on va au bout d'un moment. On a quand même réussi à parler de certains trucs. Mais c'est vrai que c'est fou que dans les médias mainstream, il y ait aussi peu de cas qui soient faits des modes de mobilisation des luttes locales, en particulier écolo sur le terrain,
comme celle pour la défense des jardins d'Aubervilliers, qui est une lutte exemplaire, hyper intéressante, qui a quand même gagné après cette fait ratiboisée. Bon, bref, ça, je revois. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en regard ces luttes locales-là, qui sont des forces mobilisatrices extrêmement importantes sur le terrain, et qui sont quand même là où les classes populaires se mobilisent beaucoup plus que dans les partis, beaucoup plus que dans les manifs, beaucoup plus qu'ailleurs, et qu'en fait, ça ne traverse pas l'esprit d'un rédacteur en chef d'un média mainstream de se dire, tiens, et si on faisait un sujet là-dessus? Et que, en fait, ce soit que les médias indépendants qui fassent le boulot. Et alors, je profite pour dire que d'écouter les podcasts de Radio Parleur sur les luttes sociales, c'est un puissant antidépresseur quand même, parce qu'on se rend compte que les gens se bougent et ont de l'espoir en plus. C'est ce qu'on essaye de montrer aussi. Merci à tous les quatre, merci à vous qui nous avez suivis. Cette émission est un accès libre, mais la plupart de nos contenus sont sur abonnement. On vient de parler de nos sources de financement. On a une super offre spéciale en ce moment. Regardez le contenu, vous verrez si vous voulez vous abonner, on vous y incite fortement. Et puis, je voulais faire un petit merci spécial à Yves Magistrini, qui a fait sa première émission. Et puis, on vous donne rendez-vous pour Arrêt sur Image vendredi avec Daniel Schneiderman. Merci.